بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 3 pour l'énergie solaire photovoltaïque. Pardon. On va commencer par introduction. Dans ce chapitre, on va donner les notions fondamentales sur l'énergie solaire photovoltaïque, les cellules solaires, du rayonnement solaire, etc. Nous verrons les phénomènes qui interviennent entre la lumière incidente du soleil et le semi-conducteur, l'absorption d'une lumière et génération d'une paire électron-trou. Nous verrons aussi le principe de fonctionnement de la cellule afin de déterminer les différents paramètres électriques d'une cellule photovoltaïque. Ainsi, les différentes couches formant la cellule à base de CIGS. On va commencer par notion sur le rayonnement solaire. Le développement, l'optimisation et la caractérisation de cellules photovoltaïques impliquent une certaine connaissance de la source d'énergie utilisée. Le Soleil, la surface de celui-ci se comporte comme un corps noir à température environ 5800 Kelvin. Ceci conduit à un pic d'émission situé à une longueur d'onde de 0,5 micromètres pour une puissance d'environ 6025 mégawatts par mètre carré. En tenant compte de la surface apparente du Soleil et la distance entre celui-ci et la Terre, cela conduit à un éclairement moyen dans l'année de 1,36 kW par mètre carré hors atmosphère. La notion d'air-masse, elle quantifie la quantité de puissance absorbée par l'atmosphère en fonction de l'angle θ du Soleil par rapport au zénith. Vous avez l'air masse égale 1 sur cosinus θ. Dans cette figure, vous voyez la description du nombre d'air masse. Si le Soleil est au zénith du lieu d'observation, donc θ égale à 0 degré, AM égale à 1, la notation utilisée est AM1, AM0. Vous avez AM1, pardon, AM0 correspond à l'iridience hors atmosphère est surtout utilisé pour prédire le comportement des cellules pour applications spatiales. Le spectre standard le plus étudié est le AM 1,5G, sachant que G représente ici global, car il tient compte à la fois des radiations différentes et diffuse par opposition AM1 1,5D qui ne tient compte que des directs. AM.5G donne une irradiance de 970 watts par mètre carré, mais a été arrondé à 1 kilowatt par mètre carré. L'intensité ID reçue à la surface de la Terre peut être calculée grâce à la formule empirique suivante. Vous avez ID égale 1,353 par 0,7 à la puissance AM, le tout à la puissance 0,678, avec ID en kilowatts par mètre carré pour une surface perpendiculaire au rayon incident. Les spectres AM0 et AM.5 sont représentés sur la figure 2. Nous avons que cette figure montre la partie la plus importante du spectre solaire à la surface de la Terre concernant le domaine du visible et du proche infrarouge. Les iridiences définies par le nombre AM ne tiennent parfois pas compte de la variété des conditions climatiques et l'altitude du lieu. La Terre présente ainsi de grandes disparités dans la répartition de la puissance solaire. Donc, la représentation de graphique des spectres AM0, AM1,5, le domaine spectral utile aux cellules en silicium est mis en évidence. Quel est le principe de fonctionnement d'une cellule solaire? L'effet photovoltaïque a été mis en évidence pour la première fois par E. Becquerel
En 1839, il découvrit que certains matériaux délivraient une petite quantité d'électricité quand il était exposé à la lumière. Albert Einstein expliqua le phénomène photoélectrique en 1912, mais il fallait attendre le début des années 50 pour sa mise en application pratique dans la réalisation d'une cellule photovoltaïque en silicium d'un rendement de 4,5%. Nous présentons ici les mécanismes de la génération de porteurs électroniques au sein d'un semi-conducteur sous l'impact de photons. Vous avez l'interaction photon-semi-conducteur. L'écart entre les bandes de valence et de conduction au gap représente une caractéristique fondamentale des semi-conducteurs. On va voir la figure suivante qui présente les différentes transitions possibles selon la nature du gap. Quand le minimum de la bande de conduction et le maximum de la bande de valence coïncident dans l'espace des caps. Il s'agit d'un cap direct. Les transitions interbandes s'effectuent verticalement et sont donc radiatives. Ceci illustre le fonctionnement des semi-conducteurs binaires tels que le GAPS, beaucoup utilisé en optoélectronique. Dans le cas du silicium, le gap est indirect. Les transitions électroniques entre les extrémas des bandes sont obliques, donc non radiatives, puisqu'elles impliquent un changement du vecteur d'onde de l'électron. Les électrons du sommet de la bande de valence peuvent toutefois être directement excités vers le minimum relatif central de la bande de conduction grâce à un photon de plus grande énergie. Pour que la transition s'effectue dans le gap indirect, il faut qu'un phonon soit au préalable absorbé ou bien émis par l'électron afin que le vecteur d'onde de ce dernier correspond au maximum de la bande de valence. Pour absorber un photon, notons que la valeur du gap indirect du silicium, elle est de l'ordre de 1,12 électrovolts à 300 Kelvin. Bien sûr, ce qui correspond à une longueur d'onde de 1107 nanomètres. Mais celle du premier gap direct vaut 3,4 électrovolts, donc soit environ 365 nanomètres. Donc, vous voyez dans cette figure les transitions interbandes d'électrons. Dans un semi-conducteur, le cas A correspond à un semi-conducteur à gap direct, tant que dans le deuxième, il est avec un gap indirect. L'interaction entre les photons et un semi-conducteur se traduit par une caractéristique essentielle du matériau dans le domaine photovoltaïque. Le coefficient d'absorption, il traduit le nombre de photons absorbés par unité d'épaisseur du matériau en fonction de leur longueur d'onde. La figure 3 nous donne celui du silicium. Nous constatons que pour des longueurs d'onde inférieures à 365 nanomètres, la majorité des photons incidents est absorbée. Ces transitions directes ne sont plus possibles pour des longueurs d'onde plus grandes. Il faut alors qu'un phonon au moins vienne d'assister l'électron pour ce dernier passe dans la bande de conduction. Ceci réduit la probabilité de transition, bien sûr. L'augmentation de la longueur d'onde des photons entraîne donc une diminution du coefficient d'absorption. Lorsque l'énergie du photon devient inférieure à celle du gap du matériau à l'énergie d'un phonon près, la transition n'est plus possible et le photon n'est pas absorbé. Vous voyez ici la longueur d'onde en fonction des coefficients d'absorption alpha en centimètres moins 1. L'interaction photon-électron au sein du semi-conducteur se traduit finalement par la génération d'une paire électron-trou qui modifie localement la conductivité du matériau. On va parler maintenant de l'absorption optique. Les théories fondamentales de la lumière nous permettent de connaître d'abord les échanges entre la matière et le rayonnement lumineux. Dans le cadre de la mécanique quantique, l'énergie du photon correspondant à une radiation donnée est reliée à sa longueur d'onde par la relation suivante. Vous avez l'énergie en électrovolts égale HV
égale HC sur lambda est égal à 1,24 divisé par lambda en micromètres. V représente la fréquence de la radiation. Lambda, c'est la longueur d'onde de radiation en micromètres. C, c'est la vitesse de la lumière. EP, c'est l'énergie du photon en électrovolts. H, c'est le constant de Planck. Une radiation lumineuse rencontrant un semi-conducteur est absorbée suivant la loi de Lambert-Boger. Donc, vous avez E de x égale I par 1 moins R exponentielle moins alpha x est égal tout simplement I0 exponentielle moins alpha x. Sachant que x représente profondeur d'absorption du faisceau dans le matériau à partir de la surface du semi-conducteur. R représente un coefficient de réflexion qui représente la part de l'énergie lumineuse incident et réfléchie à la surface du matériau. Alpha, c'est le coefficient d'absorption traduit la probabilité d'absorption d'un photon par unité de longueur. Il change selon le matériau. Quand les photons incidents ont une énergie suffisante pour provoquer le transfert des électrons de la bande de valence sur la bande de conduction, des paires électrons-trous peuvent se créer et ce phénomène est appelé mode d'absorption intrinsèque dans les piles solaires. Pour la génération optique dans un semi-conducteur homogène, l'intensité incidente diminue dans le matériau en vertu d'une loi exponentielle donnée par la relation I de x égale I de 1 moins R exponentielle moins alpha x égale I0 exponentielle moins alpha x. Le taux d'absorption des photons dans le semi-conducteur en photons centimètre moins cube moins 3 par S moins 1 s'exprime par bêta égale la dérivée de phi de x lambda par rapport à x est égal alpha phi de x lambda, sachant que phi x représente le flux de photons à la profondeur x de la surface en photons centimètre moins 2 S moins 1 et alpha c'est le coefficient d'absorption en centimètre moins 1. Maintenant, pour le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque, une cellule photovoltaïque, c'est un dispositif qui permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Cette transformation est basée sur les trois mécanismes suivants. Premièrement, l'absorption des photons dans l'énergie est supérieure au gap par le matériau constituant le dispositif. Deuxièmement, la conversion de l'énergie du photon en énergie électrique, ce qui correspond à la création du paire électron-trou dans le matériau semi-conducteur. Bien sûr, il va collecter des particules générées dans le dispositif et le matériau constituant la cellule photovoltaïque doit donc posséder deux niveaux d'énergie et être assez conducteur pour permettre l'écoulement du courant. D'où l'intérêt des semi-conducteurs pour l'industrie photovoltaïque. Afin de collecter les particules générées, un champ électrique permettant de dissocier les paires électrons et trous créés est nécessaire. Pour cela, on utilise le plus souvent une jonction PN et le fonctionnement des cellules photovoltaïques illustré sur la figure suivante. Les photons incidents créant des porteurs dans les zones N et P et dans la zone de charge d'espace, la photoporteuse aura un comportement différent suivant la région. Par exemple, dans la région NOP, les porteurs minoritaires qui atteignent la zone de charge d'espace sont envoyés par le champ électrique dans la zone P pour les trous ou dans la zone N pour les électrons où ils seront majoritaires. On aura une photocourant de diffusion. Dans la zone de charge d'espace, les paires électrons et trous créés par les photons incidents sont dissociés par le champ électrique. Les électrons vont aller vers la région N et les trous vers la région P. On aura une photocourant de génération et ces deux contributions s'ajoutent pour donner une photocourant résultant EPH. C'est un courant de porteur minoritaire et il est proportionnel à l'intensité lumineuse. Voici la structure des cellules à gauche et son diagramme de bande à droite. Lorsque la cellule est à l'obscurité, le courant est dans une telle structure de type jonction PN est appelé courant d'obscurité à la forme suivante. Le courant d'obscurité égale IS par exponentielle kV sur 1 kT moins 1. Q représente la charge élémentaire est égale à 1,6
par 10 puissance moins 19. V, c'est la tension en borne de la jonction en volts. K, c'est la constante de Boltzmann, qui est égale à 1,38 par 10 puissance moins 23. T, c'est la température en Kelvin. IS, c'est le courant de saturation inverse de la jonction Pn. Et N représente le coefficient d'idéalité de la jonction. Ce courant d'obscurité correspond au courant de la diode et il résulte de la polarisation de la jonction. Le courant délivré sur une charge par une cellule photovoltaïque éclairée s'écrit sous la forme suivante. IV est égal EPH moins et observé en vote. Donc, sachant que EV égale EPH moins IS exponentielle KV sur 1 KT moins 1. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.